en fait, pour vous résumer, en 2019, j'étais victime de violences conjugales une énième fois. J'ai fait une grosse dépression, santé mentale, bref, j'ai tout perdu. Je me retrouve dans la rue, au 115 en France, avec mes 3 filles. On est resté plus de 1000 nuits sans logement, donc y compris la voiture. Donc la galère vraiment cassos, comme dirait une de mes voisines. C'est la première fois qu'on me traitait de cassos. Mais je me suis battue et j'ai décidé de me lancer en politique. En politique, pourquoi? Pour dénoncer la situation des femmes victimes de violences, des femmes noires d'Afrique. Parce que quand on parle de la violence conjugale, on pense que c'est les affaires des blancs. Ça reste entre les blancs. Eux, ils peuvent en parler, les féministes blanches et tout. Et j'avais dit non, il fallait que j'en parle aussi en partant de mon histoire. J'avais tout perdu. Donc, j'avais plus rien à perdre que d'avoir ma voix pour parler. Et donc, j'ai décidé de me lancer en politique. C'était pas facile. J'avais la barrière de la langue, la barrière de la connaissance de l'écriture. J'ai pas fait sciences politiques parce que c'est comme ça que ça fonctionne. J'avais pas non plus d'un coach ou bien quelqu'un proche pour m'emmener là. Mais je me suis lancée. Tout le monde m'avait dit que c'était pas gagnable, y compris même le parti où je voulais m'inscrire. Ils n'ont pas voulu investir pour me donner une idée. Donc, j'étais obligée de construire le livret de ma fille pour son permis, pour pouvoir payer. Et je me suis engagée. Et bien, il y a des femmes qui ont cru en moi, des femmes du quartier de Vigan, qui vont devenir mes copines, ma meilleure copine Fatima. Quand je lui dis ça, d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est drôle, elle me dit, tu deviens mère de reine, tu me trouves une maison. C'était la belle histoire, mais n'empêche, c'est ça. C'est aussi ça. Je dis ça parce que c'est important, les femmes, qu'elles se soutiennent, la sororité, on en parle, mais il faut concrètement que ça se dise, qu'on entende, qu'on se dise que quand j'allais faire ma campagne avec mes beaux jours, je savais que Fatima, elle était là, inconditionnelle. L'histoire, pour vous résumer, je viens de la République centrafricaine, j'ai fui il y a 20 ans la guerre. Donc, Centrafrique est un pays voisin du Congo. J'ai découvert plus tard que j'étais née au Congo. Je suis un bébé qui a été volé au Congo, à Guémena précisément. Donc, c'est là où mon nombril a été enterré. Donc, c'est la petite histoire. Et puis, très vite, j'ai connu la vie d'exil. C'est-à-dire, quand ça n'allait pas en Centrafrique, les mutineries, la guerre, on se réfugiait au Congo, donc ça revenait en même. J'ai appris le lingala, mais bon, on dit le sang ne ment pas. J'ai toujours été attachée par le Congo, la créativité, donc vous voyez, par ma coiffure et puis tout le reste, j'ai toujours gardé. Et j'ai connu beaucoup de difficultés. Donc, c'est pas pour les Congolais, c'est pas une surprise non plus ni pour les Centrafricains. Le viol est utilisé comme une arme dans ces pays-là. Donc, moi, je l'ai vécu dès l'âge de 10 ans. Et puis ma maman, plus tard, m'a mis en prostitution, celle qui était partie m'adopter, en tout cas bien exploitée. Mais toujours dans mes malheurs, j'ai eu quand même la chance et l'histoire, elle est quand même belle puisque je me suis retrouvée en France, c'est moi qu'on a envoyée. Je suis arrivée seule, sans mes proches, mais je me suis débrouillée et avec mon visa touristique, au bout de 3 mois, j'étais sans papier. Donc j'ai connu la vie des sans-papiers. Les sans-papiers, ils vont comprendre tout ce qui va avec la galère et tout, les manipulations et tout ça, etc. Bref, je me suis battue, j'ai eu à reprendre aussi des formations parce que moi, en Centrafrique, on parle le sango. Le français, c'est pas notre langue. J'ai pas eu la chance d'aller à l'école avec les années blanches. Et puis, quand bien même l'école, c'est priorité aux garçons. Donc, moi, les études, je ne connais pas, je parlais pas français. C'était très difficile et tout. Mais je me suis débrouillée, je me suis battue. J'avais toujours cette envie de me sortir de mes difficultés et de me dire que j'ai la chance d'être là parce que moi, j'ai perdu toute ma famille aussi pendant la guerre et tout ça. Et ben, en fait, pour vous résumer, en 2019, j'étais victime de violences conjugales une énième fois. J'ai fait une grosse dépression, santé mentale, bref, j'ai tout perdu. Je me retrouve dans la rue, au 115 en France, avec mes 3 filles. On est resté plus de 1000 nuits sans logement, donc y compris la voiture. Donc, la galère vraiment cassos, comme dirait une de mes voisines. C'est la première fois qu'on me traitait de cassos. Mais je me suis battue et j'ai décidé de me lancer en politique. En politique, pourquoi? Pour dénoncer la situation des femmes victimes de violences, des femmes noires d'Afrique. Parce que quand on parle de la violence conjugale, on pense que c'est les affaires des blancs. Ça reste entre les blancs. Eux, ils peuvent en parler, les féministes blanches et tout. Et j'avais dit non, il fallait que j'en parle aussi en partant de mon histoire. J'avais tout perdu. Donc, j'avais plus rien à perdre que d'avoir ma voix pour parler. Et donc, j'ai décidé de me lancer en politique. C'était pas facile. J'avais la barrière de la langue, la barrière de la connaissance de l'écriture. J'ai pas fait sciences politiques parce que c'est comme ça que ça fonctionne. J'avais pas non plus d'un coach ou bien quelqu'un proche pour m'emmener là. Mais je me suis lancée. Tout le monde m'avait dit que c'était pas gagnable, y compris même le parti où je voulais m'inscrire. Ils n'ont pas voulu investir pour me donner une idée. Donc, j'étais obligée de construire le livret de ma fille pour son permis, pour pouvoir payer.
et je me suis engagée. Et bien, il y a des femmes qui ont cru en moi, les femmes du quartier de Vigan, qui vont devenir mes copines, ma meilleure copine Fatima. Quand je lui dis ça, d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est drôle, elle me dit, tu deviens mère de reine, tu me trouves une maison. C'était la belle histoire, mais n'empêche, c'est ça. C'est aussi ça. Je dis ça parce que c'est important, les femmes, qu'elles se soutiennent, la sororité, on en parle, mais il faut concrètement que ça se dise, qu'on entende, qu'on se dise que quand j'allais faire ma campagne avec mes beaux jours, je savais que Fatima, elle était là, inconditionnelle. Parce que seul, on peut aller loin, mais ensemble, on va plus vite, on va trouver tous ensemble des solutions et on aura des impacts qui sont plus visibles. Parce que seul, on ne saura pas tout couvrir. Comme il y a des adages en Afrique qui disent, voilà, un seul doigt ne peut pas laver tout un visage. On a besoin de plusieurs doigts pour le faire. Alors du coup, seul, on ne se suffit pas. Donc, cette complémentarité peut nous aider à mener l'Afrique a besoin de nous. Je pense qu'ensemble, et je pense que si ensemble on se réunit, c'est pour ça que j'aimerais que vos histoires inspirent les autres aussi. Il y a des gens qui pensent que j'ai jamais été à l'école, ça veut dire que je ne vaux rien. Mais non. Dans la vie, chacun a son étoile, chacun a son parcours, chacun a sa manière d'atteindre l'objectif. Tous sont différents. Le plus important, c'est d'arriver. Alors, c'est pour ça que moi, j'aimerais bien avoir comme objectif de chacune de vous son parcours, son témoignage, parce que je pense que moi j'adhère déjà. J'adhère déjà et je vois directement les pistes de collaboration. J'ai réfléchi à une vitesse, je suis déjà très loin. Je suis déjà très loin et je vois déjà plus des choses. Alors c'est ça que je veux savoir, vous présenter qui vous êtes. Vous êtes très simple, vous êtes une très grande dame. Présenter, voilà. On est toutes des grandes dames, même les plus petites. Alors merci de prendre ce temps. Aujourd'hui, moi je ne vais pas prendre la parole longtemps. Je me présente, je suis Madame Dominique Sambol Sansi. Je suis de la République démocratique du Congo. Ça fait, je crois, 10 ans, un peu plus de 10 ans que je vis en Bretagne, à Rennes précisément. Je suis arrivée dans des conditions difficiles, comme beaucoup d'Africains. J'ai dû lutter aussi pour pouvoir devenir, avoir une place dans cette zone que je ne connaissais pas, même si j'avais déjà beaucoup voyagé. Je venais d'Italie avec 2 bébés, je suis maman de jumeaux, de filles garçons. Donc je suis arrivée à Rennes, ils avaient à peine 2 ans. Et voilà, si je devais écouter ce qu'on me disait autour, tu as fait des études en Belgique, tu penses qu'ici tu vas pouvoir travailler, tu vas pouvoir faire ceci, tu feras le ménage, ce genre de choses. Moi je disais, je les écoutais sans répondre. Je me dis, tiens, je vais me faire mon chemin, j'ai une tête, je vais réfléchir. Moi j'ai un master, c'est vrai que je l'ai eu en Belgique. Et j'étais cassée quand je suis arrivée à Rennes. Donc quand on parle de la santé mentale de la femme, avec 2 bébés, une grande poussette, et faire ce genre de parcours, c'est particulier. Donc je me suis dit non, je ne vais pas vous écouter, moi je ne travaillerai pas en tant que femme de ménage, pas parce que je trouve que c'est un travail médiocre, parce que je me disais, il doit y avoir un moyen de faire autre chose. Aujourd'hui, de ma casquette, j'en ai 2. Je travaille à l'éducation nationale dans un collège en France, et j'ai fondé une association qui m'a porté à connaître Madame Komokoli à Belgique, une association pour accompagner les femmes depuis 2019, et je crois même ma première sortie c'était avec elle, mais avec une autre casquette. Et voilà, j'avais à cœur aujourd'hui, lorsque la Fondation Neema m'a proposé d'être partenaire avec cette activité, je leur ai dit, je ne vais pas vous apporter de l'argent, mais je vous ai emmené une femme, une élue qui a fait un parcours particulier dans la province où je suis. Et c'est ça que je veux emmener, les connaissances en considération, parce que ce n'est pas une personne à négliger, c'est une grande dame que j'admire. Elle est plus jeune que moi, mais je l'admire. C'est un modèle de femme africaine. Et
c'est ce que je porte aussi dans l'association, des modèles de femmes africaines qui peuvent donner l'exemple aux autres pour devenir grandes. Parce que souvent, l'Africain s'identifie avec le blanc. Même quand je vais à Kinshasa, pour voir les jeunes filles, c'est plutôt les dames blanches qu'elles regardent. Bon, j'aimerais bien devenir comme elles, mais on a des femmes noires qui ont des qualités, des parcours à prendre impressionnants et qui sont des modèles pour former. Je me suis dit, voilà, pour y arriver, seule, je ne pourrais pas. Alors du coup, j'ai mis en place une équipe de personnes. Au début, je travaillais avec des hommes. Pourquoi? Parce que les femmes n'avaient pas le temps. Donc, je me dis, bon, ça va arriver. J'étais entourée des hommes. Tout le monde me demandait, mais tu es là à parler de la diversité des genres et tout. Mais tu es entouré que des hommes. À l'époque, ce sont les hommes qui étaient plus disponibles. Alors, on a mis en place des structures, des projets d'accompagnement, coaching et tout, aider les femmes, connecter les femmes de la RDC, de juste les RDC Belgique. Après, je me suis rendu compte que ce n'est pas seulement la RDC et la Belgique, ce n'est pas seulement la diaspora congolaise, la diaspora africaine de manière générale a besoin d'un soutien. Quand tu regardes combien des structures ici, en Belgique ou en France, de femmes ou même des hommes qui créent des vraies entreprises, il n'y a pas beaucoup. Tout le monde trouve que c'est impossible. Mais pourtant, il y a des structures d'accompagnement ici en Belgique qui accompagnent les entreprises qui ont une expérience, qui veulent s'exporter à l'Afrique. Mais nous, la diaspora, souvent on passe à côté de toutes ces opportunités parce qu'on n'est pas informé. Alors on s'est dit, notre mission serait aussi de vulgariser l'aide qui existe ici en Belgique pour que les autres de la diaspora soient au courant, profitent aussi de toutes ces opportunités parce qu'il n'y a pas de discrimination. Tout le monde, tant que tu as une structure ici, tu as droit à tout cet accompagnement. Alors on l'a fait, on s'est dit mais pour y arriver, il faut être proche des ambassades pour comprendre la vraie réalité, quelles sont les opportunités dans les différents pays. Aujourd'hui, on a des partenariats avec plus de 15 ambassades de pays africains. Mais le but, d'avoir tous les pays africains, on vient d'avoir le patronage du secrétaire général de l'Organisation des États d'Afrique, Caraïbes et Pacifique. Via ces patronages, ça va ouvrir les portes. Tous les pays membres vont adhérer et l'OACP nous aide avec ça. Ils vont lancer bientôt une communication dans tous les réseaux, tous les ambassadeurs, pour ouvrir toutes les portes accrédation pour l'Afrique. Faire attention et voilà. Voilà, Béni. Hello guys. T'as pas tu as fait du bon boulot, Béni. Merci. Moi, je suis fière de t'avoir chez Crédasure. Ouais. Et je pense que voilà, ton soutien en tant qu'ambassadrice, ça pourra faire beaucoup de choses. Franchement, j'aimerais te le dire devant le public. Merci d'avoir cru à ce projet et d'avoir accepté d'accompagner cette mission. Seul, c'est très lourd. Et je pense qu'avec tous les réseaux des ambassadeurs, ambassadrices, j'aimerais que les autres ambassadeurs voient ces Elle a improvisé. Voilà. Je ne pas. La personne qui s'occupe à m'accompagner dans toutes les missions ambassades et tout, Gabriel. Angélique. Gabriel. Donc je vais avec Angélique et Gabriel. Donc, Ange Gabriel. Gabriel fait un travail formidable. C'est un monsieur, comment je veux dire, qui est simple, il est plus âgé que lui, mais très humble. Je me suis rendu compte qu'il est connu auprès de tous les ambassadeurs, mais il ne me l'a jamais dit. Il fait son travail, il travaille jusqu'à tard. Vous allez aujourd'hui, demain tu as les résultats. Il a le talent. Il ne se limite pas qu'à filmer, mais c'est un informaticien. Talent. Alors Gabriel, voilà, je voudrais aussi te remercier. Merci. Papa Gabriel, Yayo Yango. Alors on va prendre un petit verre pour se tout à fait. Au revoir. À la prochaine.